Bonsoir. Merci d'être venus nombreux pour cette table ronde qui inaugure notre deuxième soirée du Festival de philosophie d'Athènes, dont c'est la troisième édition. Venez vous asseoir si vous le souhaitez. Je vois qu'il reste quelques places. Merci à vous d'être présents, d'être nombreux. Notre sujet ce soir, c'est la question de l'attention. Et c'est une question qui est très contemporaine, qui est au centre de l'actualité. Si vous avez suivi les médias français, vous avez peut-être vu que le gouvernement a pris une décision contestée, qui est d'interdire TikTok récemment en Nouvelle-Calédonie. Vous avez peut-être entendu également le Premier ministre Gabriel Attal répéter qu'il y avait une majorité numérique fixée à l'âge de 15 ans en France. Donc il y a une anxiété par rapport au caractère addictogène des réseaux sociaux et des plateformes pour les jeunes, et notamment de TikTok. Mais je dirais que cette question de l'attention, de la captation de l'attention, elle concerne vraiment chacun de nous parce que je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais j'ai l'impression qu'au cours d'une journée, nous avons tendance à ressortir beaucoup trop notre téléphone portable de notre poche pour regarder des applications qui ne nous apportent pas grand-chose, mais qui ont été designées, qui ont été pensées pour jouer de nos biais cognitifs, pour jouer de notre désir de gratification, de notre désir d'être en lien. Et donc cette question de l'attention est au cœur de tous les débats. Pour en parler, nous avons ici deux co-auteurs d'un livre, donc un livre intitulé de manière très programmatique Pour une nouvelle culture de l'attention, qui est écrit par 4 auteurs. Mais donc nous avons ici Célien Zolinski, qui est professeur agrégé de droit privé à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, membre du Comité national pilote d'éthique et numérique et du comité de la prospective de la CNIL. La CNIL, en France, c'est l'organisme qui veille à, disons, à la protection des données personnelles et à la protection des libertés individuelles. Alors, Célia Zolinski a une actualité intéressante, pertinente. Elle a fait partie d'une commission d'experts qui viennent de rendre un rapport, il y a à peu près un mois, à la demande du gouvernement français, un rapport sur le sujet des écrans. C'est une mission, en fait, qui tourne toujours autour de la protection de la jeunesse, et ce sera l'un des sujets qui sera abordé ce soir avec vous, notamment la question des scrolls infinis et de tout ce qui piège les jeunes sur les réseaux sociaux. Et puis, nous avons ici, avec nous, Mehdi Kamassi, qui est directeur de recherche en sciences cognitives au CNRS, qui travaille sur la prise de décision et l'apprentissage par renforcement chez les animaux et les robots. On en a un petit peu parlé hier lors de notre table ronde initiale, et qui est l'un des co-auteurs du livre. Donc, Célia est juriste, Mehdi a une autre approche, c'est un scientifique, un chercheur en sciences cognitives, et en croisant leurs regards, on va pouvoir comprendre quels sont ces enjeux autour de l'attention et de la captation de l'attention par les nouvelles technologies. Voilà, je vous remercie. Bonne table ronde. Merci beaucoup Alexandre et bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup d'être venus et pour continuer la discussion, l'échange lors de ce festival. Je vais essayer de parler un peu moins vite qu'hier et surtout qu'on a des traducteurs et des traductrices qui font un travail incroyable et impressionnant pour moi. Je serais incapable de le faire. Donc merci beaucoup à elles et eux. Et donc pour compléter ce qu'a dit Alexandre, en fait, donc sur cet ouvrage en plus que vous trouvez sur l'étal avant, donc pour une nouvelle culture de l'attention, que faire de ces réseaux sociaux qui nous épuisent? On a deux autres co-auteurs, co-autrices qui sont pas là aujourd'hui, mais on aimerait absolument les mentionner et on fait un travail complémentaire. Ils viennent de disciplines différentes de nous. Stéphana Broadbent, qui est anthropologue et professeur et spécialiste de design à, à l'école polytechnique de Milan. Et Florent Forestier, qui est philosophe et aussi spécialiste des questions du numérique. Donc effectivement, peut-être qu'on peut commencer sur ce constat. Et c'est pour ça qu'on a commencé à travailler ensemble, à se dire, il y a toute une problématique de captation de notre attention, qui peut-être est assez ancienne, et on a regardé aussi qu'est-ce qui était déjà utilisé dans les mécanismes, dans la publicité, le marketing depuis longtemps, et qui est réutilisé dans le monde numérique, mais qui semble exacerbé avec les interfaces numériques, pour de multiples raisons, qui étaient importantes de décrypter, de comprendre qu'est-ce qui est spécifique, qu'est-ce qui fait qu'on est encore plus happé, engagé, qu'on se retrouve, on se dit tiens, j'ai envie d'aller me connecter pendant 10 minutes sur un réseau social, je veux savoir, j'ai une petite pause, je veux savoir que font mes amis, qu'est-ce qu'ils ont posté, je veux m'informer, est-ce qu'il y a des gens qui ont reposté une information qui a l'air intéressante, je veux savoir les dates d'anniversaire ou autre.
Et puis, 1 heure plus tard, on est encore là, en train de scroller, en train de continuer. On se rend compte, on se dit, mais mince, j'avais pas prévu de passer autant de temps. Donc finalement, le contrôle de mon attention m'a échappé. Et quelque part, mon comportement a été différent du but que je m'étais fixé pour moi-même. Alexandre l'a peut-être aussi un peu mentionné, on en a beaucoup discuté. On est aussi toutes et tous adultes, hein, pas seulement enfants, adolescents, tentés de ressortir notre smartphone assez régulièrement. Tiens, je vais aller vérifier. C'est presque devenu un automatisme. Et au fond, si on additionne tout le temps qu'on passe à faire ça, il y a un grand sentiment d'insatisfaction. Je pense qu'il est assez partagé de dire, bon, c'est des outils à la fois très chouettes, qui nous ouvrent une fenêtre sur le monde, qui ont un gros potentiel. On ne tient pas juste à dire, merci Célia, c'est vrai que moi je suis toujours dans l'enthousiasme et autres à avoir envie de parler vite. Donc je ralentis, j'essaye. Et n'hésitez pas à me refaire signe, hein, je le prends pas mal. Donc, je dois travailler sur mes automatismes de tendance à parler vite. Donc, on ne tient pas à dire que les réseaux sociaux, les interfaces numériques sont univoquement quelque chose de négatif. Il y a un potentiel énorme. Il y a quelque chose qui est nouveau pour l'humanité, de pouvoir se connecter de façon instantanée avec des gens à l'autre bout de la planète, d'être informé, de pouvoir accéder à des contenus, des connaissances auxquelles on n'accède pas peut-être habituellement, où avant il fallait aller à la bibliothèque, il fallait aller à des endroits spécifiques. Donc il y a un potentiel énorme. Mais ce potentiel nous semble sous-exploité en ce moment, avec beaucoup plus des logiques marchandes, des logiques qui visent à nous maintenir engagés le plus longtemps possible, à garder notre attention envers des marques, mais envers certains produits, certains réseaux, avec cette logique, c'est ce qui s'appelle l'économie de l'attention, que plus notre attention est maintenue captive, plus les interfaces peuvent faire monter le prix des publicités, peuvent nous garder engagés sur leur réseau social et puis collecter un grand nombre de données nous concernant. Peut-être ça c'est un début de constat. Célia, tu veux compléter ? Oui, c'était peut-être pour justifier pourquoi dans un festival consacré à l'intelligence artificielle, on vous entretient maintenant des réseaux sociaux et de l'économie de l'attention. Parce qu'en réalité, l'un des moyens pour organiser cette captation de notre attention, de ce qu'on appelle les mécaniques d'engagement, vont être les systèmes algorithmiques de recommandation. Donc, pour faire simple, l'intelligence artificielle. Et je voulais prendre un exemple que peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est le fil pour toi ou for you de TikTok. Alors peut-être que vous n'êtes pas familier de cette application, mais maintenant, ces mécaniques-là sont reprises sur d'autres applications comme Instagram ou Snapchat. L'idée, c'est d'avoir un grand nombre de vidéos très très courtes. Je ne sais pas si vous voyez, les vidéos sur le fil sont très courtes. Et l'intérêt, c'est d'identifier quelles sont les vidéos qui vous intéressent et les vidéos qui ne vous intéressent pas. Et à partir de là, l'algorithme va pouvoir identifier, traiter ces données et vous personnaliser et donc vous proposer des contenus qui ont été identifiés comme pouvant vous intéresser. Donc on a un mécanisme d'ultra-personnalisation qui fait qu'aujourd'hui, TikTok, par ce mécanisme, est devenu finalement la plateforme, le média social le plus attractif, en partie pour la jeunesse. Ce qui pose un certain nombre de problèmes, de savoir finalement est-ce que ces mécaniques de vidéos très courtes, de captation d'un grand nombre de données, de scroll infini, parce que là vous pouvez y consacrer des heures et des heures, cela peut être conçu comme problématique pour jusqu'à notre santé mentale, surtout si ces contenus vont être d'une nature qui peut être délétère pour l'individu. Et je vous invite à aller lire un très très beau rapport qu'a publié Amnesty International qui s'appelle TikTok sombrer ou tomber ou happer vers les ténèbres, je ne me souviens plus exactement le titre, qui montre comment finalement un faux compte d'adolescent en rupture va en 20 minutes se voir exposé à des contenus possiblement allant jusqu'à des idées dépressives ou suicidaires.
Donc tout cela interroge l'impact sur la santé mentale de ces mécaniques pour nos enfants. C'est ce qu'on a travaillé pendant 3 mois et demi à la demande du président de la République française dans cette mission enfant-écran qu'évoquait Alexandre en introduction. Mais ça peut aussi avoir des effets délétères pour tout type d'utilisateurs, y compris nous adultes, sur notre bien-être, mais aussi sur notre rapport aux autres, notre rapport également au débat civique, à l'espace informationnel, en réduisant finalement par ces mécaniques notre capacité à appréhender d'autres types d'informations. Et on assiste aujourd'hui à des phénomènes qui peuvent aller jusqu'à la polarisation de l'opinion. Polarisation qui peut conduire à remettre en question notre débat démocratique. Donc c'est pour ça que dans l'ouvrage qu'on propose, on propose d'associer les impacts individuels qui peuvent résulter de cette captation, de cette économie de l'attention, mais également les impacts collectifs qui peuvent en résulter. C'est en associant ces deux approches qu'on a essayé de livrer un diagnostic et quelques propositions. Mais alors pour continuer sur quelques exemples, une part des mécanismes qu'on identifie comme étant en jeu pour capter notre attention sont intégrés dans le design. Donc ça, c'est grâce à notre collaboratrice et co-autrice Stéphana Broadbent, qui est vraiment spécialiste de ces questions de design. On se rend compte qu'il y a des éléments, des recettes de design qui sont bien connues, qui sont en partie... Comment ? Alors, le design, c'est la conception de l'interface, et dont une partie sont directement inspirées de connaissances en psychologie. Un exemple très clair, enfin une dénomination, une catégorie, c'est ce qu'on appelle le dark pattern. Donc ça veut dire c'est la conception trompeuse. C'est des conceptions qui sont là pour orienter nos choix, nos comportements d'une certaine façon, qui n'est pas tant dans l'intérêt de l'utilisateur, mais dans l'intérêt de la plateforme commerciale. Donc, qu'est-ce qu'on a comme exemple de conception trompeuse, de dark pattern ? Peut-être l'exemple le plus connu, c'est les cookies. Quand vous arrivez sur une plateforme et que pour accepter les cookies, il y a un gros bouton, c'est très facile, vous cliquez une fois, c'est fini, c'est accepté. Donc vous avez accepté que un certain nombre de vos données soient mémorisées dans des cookies et soient partagées avec des partenaires commerciaux. À l'inverse, si vous voulez refuser les cookies, il y a un tout petit lien il faut bien tout lire pour trouver le lien, et ensuite vous cliquez dessus et vous avez plein d'étapes intermédiaires. Vous devez refuser les cookies avec les partenaires et autres. Donc il y a une asymétrie dans l'acceptation et le refus, qui fait que, en plus, si vous êtes pressé ou vous avez la flemme, vous êtes tenté de dire bon allez, je les accepte. Vous voyez, vous êtes biaisé vers un choix plutôt qu'un autre. Et là, la CNIL, dès 2019, a recommandé elle a sanctionné. Directement, d'accord, sanctionner ce type d'asymétrie. Mais on le voit encore aujourd'hui, enfin, on en voit un certain nombre, donc il y a encore du travail à faire. Tu veux compléter ? Oui, peut-être, je voulais citer un autre exemple, c'est celui du compte Amazon Prime. Alors peut-être que parmi vous, vous vous êtes retrouvés sans vraiment le vouloir à être abonné à Amazon Prime en appuyant sur un bouton sans vraiment prendre conscience que ça conduisait à un abonnement. Et puis pour vous, vous avez ensuite essayé de vous désabonner. Est-ce que vous y êtes parvenu ? La route a été souvent très longue et complexe. Pour arriver à se désabonner, il fallait aller dans des menus déroulants qui intuitivement ne correspondaient pas du tout à une mécanique de désabonnement, et à prendre le temps d'essayer de cliquer sur à peu près tous les liens qui s'offraient à vous. La Commission européenne a interpellé à la demande d'une association de consommateurs Amazon, et Amazon a modifié sa pratique qui consistait à utiliser ce qu'on appelle un biais cognitif. Mais Mehdi va vous expliquer dans un instant ce que sont les biais cognitifs. Ici, c'était le Rousse Motel. C'était le fait de vous retrouver dans un labyrinthe où vous ne trouviez pas la sortie. Et donc, on va voir ensuite comment le droit peut intervenir en incitant Amazon à modifier ses pratiques sous peine de sanctions. Et donc, désormais, il est aussi facile de souscrire un compte Amazon Prime que de s'y désabonner, comme il doit être aussi facile d'accepter les cookies que de les refuser. Oui, un autre exemple de conception trompeuse, de dark pattern qui nous semble assez important, on l'a mentionné dans l'ouvrage parmi les exemples qu'on évoque, c'est quand il faut faire une action complètement contre-intuitive.
Donc imaginez, vous avez un formulaire et il faut cocher une case pour ne pas souscrire à un certain service. Par exemple, vous voulez pas recevoir la newsletter et il faut cocher la case pour ne pas la recevoir. C'est exactement le contraire de ce qu'on a appris au fil de notre existence quand on remplit des formulaires, même en papier. Donc c'est contre-intuitif, on joue sur cet aspect contre-intuitif pour qu'un certain nombre d'entre nous se fassent piéger. Donc là, pareil, c'est une conception trompeuse et qui est donc depuis peu, au niveau même européen, interdit. Il y a encore des choses qui méritent d'être précisées. On reviendra un peu sur les remèdes qu'on propose en deuxième partie. Mais voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir. Et au fond, à partir de quelques exemples, on pourra revenir, et puis peut-être avec les questions aussi dans l'échange avec vous, si vous voulez qu'on creuse d'autres exemples, il nous semble qu'il y a une question générale de liberté. Et c'est pour ça qu'il y a à la fois besoin, du point de vue des sciences cognitives, d'éclairer, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans nos propres comportements, quand est-ce qu'on bascule vers des automatismes, quels sont et comment on peut éventuellement prévenir cette bascule vers les automatismes, et en particulier vers les automatismes non choisis. Ça, c'est une des nouveautés qu'on propose dans l'ouvrage, contrairement à la plupart des psychologues qui diraient le but, c'est de ne jamais basculer dans des automatismes. En fait, on considère qu'il y a peut-être des automatismes voulus. Par exemple, quand je trie mes emails, bon, j'ai mes habitudes, j'ai mes automatismes, et j'ai besoin de ces automatismes pour être efficace. Si je retraite un certain nombre de photos, par exemple, et que je vais les recadrer, les enregistrer, bon, je développe des automatismes et j'en ai besoin pour être efficace. Donc il n'y a pas systématiquement besoin de faire barrière aux automatismes. Mais ce que nous préconisons, c'est de favoriser la réflexivité pour que nous puissions nous-mêmes, chacune, trier nos automatismes, être conscient quand nous basculons vers les automatismes et être capable de dire, bon, cet automatisme-là, il me convient, cet autre automatisme me convient pas. Par exemple, le fait qu'à chaque fois que je me connecte sur un réseau social, je me retrouve à scroller complètement automatiquement, à swiper, et 1 heure plus tard, à être encore là, alors que c'était pas mon objectif, c'était pas mon but, c'est un automatisme que je ne souhaite pas. Et à ce moment-là, comment je peux regagner en liberté ? Alors, cette question de la liberté, et c'est là aussi où Florian Forestier, donc le 4e co-auteur, a joué un rôle important, puisque lui, il est philosophe. Elle implique des débats et des clarifications, et fait intervenir un aller-retour, si vous voulez, entre sciences cognitives, d'une part, philosophie, et puis finalement aussi d'un point de vue du droit, la question de la liberté. Et donc, un des points importants qu'on essaye de faire, c'est de dire que il faut se méfier de 2 écueils quand on parle de liberté. L'un qui consiste à dire, au fond, nous ne sommes pas libres. Il y a le déterminisme d'un point de vue scientifique, donc en fait, nous ne sommes jamais libres, donc au fond, il n'y a pas besoin de chercher à regagner en liberté, puisque nous ne le sommes pas. Donc ça, c'est une position en philosophie connue, et donc qui considère que le déterminisme, s'il est vrai, mais c'est une conjecture de la science, on ne pourra jamais le démontrer, mais c'est une hypothèse de la science, pardon, est incompatible avec la liberté. À l'extrême inverse, il y a ce qu'on appelle le libertarisme, qui consiste à dire, en fait, on est toujours libre. Et donc, au fond, il n'y a pas de problème de réduction de liberté, puisque c'est notre seule et unique responsabilité à nous. Et si on est là, encore connecté 1 heure plus tard, c'est qu'en fait, nous avons mal fait. Or, on voit bien qu'il y a quelque chose un peu intermédiaire qui est plus intéressant. Et finalement, ces conceptions, il nous semble, tombent dans ces extrêmes parce qu'elles essayent de se raccrocher à une notion, en philosophie, qui est très connue, qui est la notion de libre arbitre, qui vient de Descartes, qui consiste à dire que, en fond, il y a quelque chose d'immatériel en nous, notre âme, qui n'est influencé par rien, et qui va déterminer causalement notre comportement. Ce que nous proposons ici, on n'est pas les seuls, finalement, il y a en philosophie un certain nombre de courants qui le font, mais en tout cas, nous proposons de réinvoquer ces questions pour la question de nos interactions avec les réseaux sociaux et les interfaces numériques. Pour se poser la question de la liberté, nous proposons d'écarter la question du libre arbitre et de poser la question de la liberté de choix. Sommes-nous libres d'agir, de choisir de notre action en fonction des buts que nous fixons pour nous-mêmes? Et peut-être, si on parle des enfants, parce que c'est très important, on va y revenir, en tant que parents, ce que nous voulons pour nos enfants, comme contenu éducatif auquel ils sont exposés, comme choses auxquelles on ne veut pas qu'ils soient exposés, sommes-nous libres ou pas d'agir conformément à nos buts, ou au contraire, sommes-nous orientés, guidés par ces interfaces qui nous poussent à agir différemment? Ça, c'est vraiment une question importante.
C'est une question importante aussi pour le droit, parce que le droit fonctionne sur une vision, j'allais dire, de notre code civil de 1804, qui est ancré historiquement en France, qui conçoit le sujet de droit comme un être rationnel. Et là, beaucoup nous disent, mais est-ce qu'on est encore en capacité d'être un être rationnel quand vous avez des équipes entières qui sont composées de neuroscientifiques, de marketeurs, de spécialistes de design qui vont tout faire pour limiter votre possibilité de choix. Et il y a même des auteurs qui évoquent là l'idée que nous serions devenus un être libidinal, incapable de résister à nos pulsions. Donc face à cette discussion, face à ces débats, on a essayé d'identifier comment regagner en liberté de choix. Et c'est ainsi que on va s'appuyer sur cette recherche d'une liberté de choix pour formuler un certain nombre de propositions. Et puis en plus, pour compléter sur cet aspect, dans les échanges qu'on peut avoir, les discussions avec des designers, notamment les gens qui sont intéressés par le design éthique, on voit qu'un certain nombre même de designers sont face à une double contrainte. Ils sont poussés pour le profit de leur entreprise, pour que le jeu fonctionne. Et puis généralement parce que le design, c'est-à-dire comment on va concevoir un site internet, comment on va dessiner un bouton, mais aussi comment on va identifier la place de tel ou tel contenu dans une fenêtre, c'est fait pour qu'il y ait le moins de friction possible, pour que vous ayez une navigation la plus agréable possible, pour que vous ne passiez pas à autre chose, parce que vous perdez l'intérêt de rester là sur la plateforme. Donc l'essence même du design, c'est cette absence de friction. Oui, non, tout à fait, tu as raison de le préciser. Mais avec notre analyse, nous voyons que dans beaucoup de cas, cette absence de friction veut dire aussi absence de réflexivité et bascule vers les automatismes. Mais un certain nombre de designers en sont conscients et aimeraient pouvoir réfléchir autrement. C'est pour ça qu'il y a quelque chose à co-construire autrement. Ne pas attendre simplement que peut-être les plateformes s'autorégulent, fassent du design vertueux, éthique, toutes seules. Peut-être ne pas non plus tomber dans l'extrême inverse de on impose des contenus, on bloque, mais peut-être réfléchir ensemble, construire des choses qui favorisent les automatismes. Tu veux... Oui. Donc voilà un petit peu le diagnostic qu'on a posé. Si vous le souhaitez, on va garder un temps pour les questions parce que ça nous paraît important d'interagir avec vous, si vous avez des questions ou des réactions. Et fort de ce diagnostic et puis des explications qu'on a essayé de livrer, par exemple sur la notion de liberté, sur la notion également de réflexivité, nous avons donc formulé un certain nombre de propositions dans l'ouvrage, des propositions qu'on retrouve dans à la fois le cadre juridique actuel, où on va voir aussi que parfois il y a encore des insuffisances du droit face à ces problématiques, et puis qui viennent aussi s'appuyer sur des travaux d'autres chercheurs. Donc ici, c'est finalement un ouvrage qui vient rassembler les propositions que l'on met en discussion et auxquelles on a ajouté un certain nombre de nos propositions. Donc autour des propositions générales, le point très important, selon nous, c'est qu'il n'y a pas de silver bullet, il n'y a pas de levier magique, il n'y a pas une solution. Il y a une pluralité de leviers sur lesquels il faut agir. Donc, il nous semble important, donc en termes juridiques, on va dire qu'il faut une régulation systémique. Il faut agir sur plusieurs leviers pour à la fois appréhender les enjeux individuels et aussi les enjeux collectifs. Et parmi tous ces leviers, on va peut-être vous en présenter deux en particulier ce soir. On pourra en discuter d'autres ensuite. Parmi les autres qu'on n'aura pas le temps d'aborder, il y a notamment de promouvoir ce qu'on appelle les plateformes collaboratives. Les plateformes qui incitent, qui nous invitent, qui nous permettent de nous joindre à l'attention de l'autre, de collaborer. Et le plus bel exemple, c'est peut-être aujourd'hui Wikipédia, que vous connaissez certainement. Il y en a bien d'autres. Et donc, dans l'ouvrage, Stéphana Broadbent, dont c'est la spécialité, permet ainsi d'éclairer comment, par le design, justement, on peut non pas engager de plus en plus l'individu, mais permettre à l'individu
d'être incité à collaborer avec l'ensemble de la communauté. Donc ça, c'est un point qui nous semble important. C'est pour ça qu'on en appelle une nouvelle culture de l'attention. C'est aussi qu'il y ait des politiques publiques en soutien à ces plateformes collaboratives, puisque on sait que finalement, c'est parfois plutôt les plateformes qui reposent sur l'engagement individuel qui ont le plus grand succès. On le voit avec les grands réseaux sociaux aujourd'hui. Peut-être juste pour compléter aussi là-dessus, on se rend compte aussi que le design actuel a plutôt tendance à favoriser des contenus choquants, avec donc ces recommandations où on s'enferme dans des choses qui nous correspondent, qui correspondent à nos préférences précédentes, et ont tendance à aboutir beaucoup plus aux échanges de type clash. On se comprend plus. Donc vous avez sûrement entendu parler des bulles de filtre et autres, et où on se retrouve un peu plus isolé, seul. On a l'impression d'être en contact avec le monde, mais finalement, il y a plein de monde qu'on ne comprend pas, et on est plus dans des contenus choquants et le côté faire son autopromotion, donc pas vraiment une incitation à collaborer et à comprendre qu'est-ce que l'autre a voulu faire sur l'interface et comment je peux contribuer, comment on peut échanger en cas de désaccord et de manière constructive. Et là encore, on va retrouver l'impact de l'intelligence artificielle, puisque ce sont les algorithmes qui vont essayer de pousser les contenus qui vont vous engager le plus. Et il est désormais prouvé que les contenus qui nous engagent le plus, ce sont souvent les contenus choquants, ceux qui nous font réagir, ou les contenus extrêmement amusants, donc toutes ces vidéos de petits chats trop mignons qui circulaient un temps, parce que ce sont aussi ces vidéos de distraction qui vont maintenir notre engagement à certains moments de la journée. Donc parmi les propositions, on a voulu porter deux propositions particulières au regard de ce qu'on évoquait s'agissant du design, donc de nos réseaux sociaux, mais peut-être demain aussi du design des assistants vocaux que vous utilisez peut-être déjà si vous avez des enceintes connectées, et puis des agents conversationnels comme ChatGPT, puisque là, on va avoir un design pour faciliter l'interaction de l'humain, de nous, avec la machine, en l'occurrence ChatGPT. Donc on va prolonger également toutes ces questions avec les intelligences artificielles. Donc la première proposition qui est importante aujourd'hui, c'est l'interdiction de ces interfaces trompeuses ou manipulatrices, donc on appelle dark pattern en anglais. On dit, si on le traduit en français, les schémas sombres, c'est-à-dire toutes ces interfaces qui ont soit pour objectif, soit pour conséquence, pour objet ou pour effet, de nous tromper, nous manipuler, souvent pour capter plus de nos données à caractère personnel, ou, on l'a vu, nous faire ne pas se désabonner d'un service, ou encore peut-être rester un temps de plus en plus long sur la plateforme, et donc permettre à terme de mieux nous identifier et mieux nous profiler. Donc ici, le législateur européen a posé des interdictions de ces interfaces trompeuses ou manipulatrices dans un texte dont vous avez peut-être entendu parler, parce qu'on a même entendu parler de ce texte dans la presse grand public. C'est le règlement sur les services numériques, le Digital Services Act, le DSA, donc qui pose un principe d'interdiction de ces interfaces trompeuses. Mais la messe n'est pas dite, parce qu'il est extrêmement difficile de les définir précisément. Parce que quelle va être la différence entre une interface trompeuse et manipulatrice et de la publicité ? La publicité, parfois, nous ment un petit peu, ou du moins suffisamment pour rendre le produit attractif. Et donc là, toute la difficulté va être de définir ce qui est une interface interdite, ce qui relève de la publicité, ou ce qui relève juste du fait que le réseau social, il doit être agréable, on l'a vu, avec le fonctionnement même du design. Donc là, on a des groupes de travail en ce moment pour réfléchir à quelles doivent être ces interfaces formellement interdites. Et puis, il y a une autre question qui se pose aujourd'hui, c'est on fait quoi de tous ces processus addictifs ? Qu'est-ce qu'on fait de ces scrolls infinis ? Qu'est-ce qu'on fait aussi de l'autoplay ? Je ne sais pas si vous êtes retrouvé parfois à vous réveiller un peu tardivement un soir sur votre canapé avec des épisodes de Netflix qui continuaient à défiler. Donc, outre le fait que vous voyez la fin de la saison et que ça vous gâche un peu tous les épisodes que vous n'avez pas vus, ces mécaniques d'autoplay,
elles peuvent poser des questions face au fait de vous maintenir ici éveillé ou parfois endormi sur le canapé. Donc on se demande aujourd'hui s'il faut aller jusqu'à interdire ces conceptions addictives. Dans le rapport qu'on a remis au président de la République, il nous semble que tous les ingrédients aujourd'hui sont réunis pour que les mécaniques les plus addictives, comme le scroll infini, donc le fait de défilement comme ça sans fin, ou l'autoplay, sont suffisamment préjudiciables pour être interdites. Et nous invitons à ce qu'il y ait une recherche approfondie sur l'ensemble des autres mécaniques, par exemple le fil pour toi de TikTok, pour voir s'il est avéré qu'il y a des effets délétères sur la santé mentale, si ça peut conduire à de l'automutilation ou des pensées suicidaires, en particulier chez les jeunes. Là, la Commission européenne a lancé une enquête formelle sur le fondement du texte du règlement sur les services numériques. Donc, on est invité aujourd'hui à réfléchir. Et puis, la Commission européenne, si cela est avéré, si le fil TikTok est délétère pour nos enfants, pourrait enjoindre TikTok de modifier sa conception. C'est un peu problématique parce que c'est un peu son succès commercial. Mais si elle ne fait pas, TikTok pourrait être bloqué sur le sol de l'Union européenne. Donc, il y a quand même un enjeu. Ça, c'est le premier point, donc une interdiction. Mais nous n'avons pas que des propositions relevant de l'interdiction. On veut aussi avoir une approche systémique. On veut que tous les acteurs soient actifs. Les plateformes, avec des interdictions, donc aussi le législateur, mais aussi, nous semble extrêmement important de redonner aux utilisateurs, de nous redonner le pouvoir d'agir, de nous donner la liberté de choisir, de nous donner la possibilité de choisir. Et c'est pour ça qu'on porte ce qu'on appelle un droit au paramétrage. Le droit au paramétrage nous permettrait, en tant qu'utilisateurs, de définir finalement le contenu de notre fil de recommandation, de dire quels sont les contenus auxquels je veux être exposé, ou quels sont les contenus que je publie, enfin, quelle est la sphère d'émission aussi de mes contenus, à quel public finalement je destine mes contenus. Ça, c'est extrêmement important pour lutter contre toutes les mécaniques de haine en ligne, de cyberharcèlement, surtout pour nos enfants. Donc le paramétrage nous permettrait de définir cette sphère d'émission et de réception. Alors vous allez me dire, mais je peux déjà le faire. Oui, vous pouvez déjà le faire sur certaines plateformes et c'est très heureux. Mais parfois, il faut y passer un temps considérable. Puis parfois, il faut le refaire souvent. Et c'est comme les cookies que vous devez reparamétrer souvent. Donc on va le faire une fois et puis 2 fois, 3 fois, généralement on abandonne parce que on va être submergé par trop de choix. Et je vous invite à aller lire l'ouvrage de Bruno Patino qui s'appelle Submersion. Et dans cet ouvrage, Bruno Patino décrit très bien que face à un excès de choix, qu'est-ce qu'on va faire? On va déléguer ce choix et généralement, on le délègue là, sur ces interfaces numériques, à la machine. Donc, on va accepter tous les cookies et on va finalement laisser le paramétrage déjà défini par la plateforme actif. Donc, on va ne pas toucher au pré-paramétrage. Et généralement, le pré-paramétrage, il est plutôt conforme aux intérêts économiques de la plateforme qu'aux nôtres. Donc, voilà ce qu'on préconise au titre du droit au paramétrage. Donc là, on a repris des travaux qu'on avait menés depuis longtemps, notamment dans le cadre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, pour mieux lutter contre les mécaniques de haine en ligne, pour aussi mieux lutter contre les mécaniques de désinformation. Le paramétrage, il doit aussi nous permettre finalement d'avoir différentes identités. Je n'ai pas du tout la même façon d'utiliser un réseau social quand je l'utilise pour mes recherches toute la journée et puis le soir quand j'ai envie un peu de me divertir parce que mon cerveau est peut-être fatigué d'un certain nombre de tâches intellectuelles et j'ai envie de me distraire. Et donc, on recommande également que ce droit à la distraction il soit préservé parce que c'est important aussi, c'est le rôle aussi des réseaux sociaux. C'est un rôle d'information, de connaissance, mais aussi de distraction. Je peux assumer d'adorer regarder des vidéos de petits chats trop mignons avant de m'endormir, si je le souhaite. Et puis, on veut un droit à l'émiettement, que justement, j'ai une pluralité de personnalités possibles, et donc que je puisse avoir des paramétrages en fonction de mes contextes, des contextes que je définis, et pas que la plateforme définit pour moi. Donc voilà la première étape de ce droit au paramétrage. Aujourd'hui,
ce droit au paramétrage, il pourrait se prolonger parce qu'on voit bien que le fil d'actualité, l'algorithme de recommandation d'un réseau social, il peut ne pas me correspondre. En même temps, tous mes amis, toute ma communauté, par exemple, est sur X, mais cela ne me convient pas de rester sur X. Si je pars de X, je perds ma communauté. Donc une solution qui est proposée aujourd'hui en France par le Conseil national du numérique, c'est de permettre que des algorithmes venant d'autres opérateurs puissent être plugués en quelque sorte sur la plateforme et que je reste sur la plateforme et que j'utilise un algorithme proposé par un tiers. Donc il y aurait en quelque sorte un pluralisme réintégré dans la plateforme. Bien sûr, je peux partir et cette mobilité est facilitée aussi. Alors vous allez me dire quel est le lien avec l'intelligence artificielle ici encore. Donc au-delà de ce choix de l'algorithme de recommandation, il y a un autre lien, c'est que demain, des agents conversationnels, par exemple comme ChatGPT, pourraient devenir notre façon d'accéder aux réseaux sociaux, d'accéder au contenu culturel. C'est d'ailleurs un peu ce qu'on peut imaginer des projets d'OpenAI qui vous permet déjà de personnaliser votre ChatGPT. Donc on peut imaginer que ici, on va avoir un rôle fondamental à faire jouer au paramétrage. Pourquoi ? Vous avez déjà échangé avec ChatGPT ou vous avez peut-être déjà fait une requête à votre enceinte connectée. Donc vous allez vous allez réveiller Siri, par exemple, sur votre téléphone Apple, et vous allez lui demander de jouer votre chanson préférée au réveil, ou bien de vous permettre d'écouter votre journal d'actualité à 7 heures du matin avant d'aller travailler. L'enjeu, c'est que c'est une réponse unique. Donc, si vous n'avez pas préparamétré l'assistant vocal ou l'agent conversationnel selon vos intérêts, c'est l'assistant vocal ou l'agent conversationnel, donc l'opérateur, qui va définir quel journal il va vous diffuser, ou bien quelle chanson, sur quelle plateforme il va la faire jouer. Donc peut-être Apple Music ou Spotify ou Deezer ou un autre opérateur. Ça peut orienter votre accès au contenu culturel. Un journal sur une radio est différent d'un journal sur une autre radio, potentiellement. Donc ça a un effet sur le pluralisme également. Donc le préparamétrage, il doit pouvoir être modifié pour permettre aux utilisateurs d'avoir la main demain sur ce qui pourrait être toutes nos interactions avec la machine, un agent conversationnel. Et puis, l'une des propositions que l'on porte avec Mehdi, il vous en a déjà parlé et je vais lui repasser la main, c'est de choisir nos automatismes et de pouvoir les paramétrer. Oui, donc c'est pour terminer sur une dernière proposition, effectivement, dans le livre, à partir des connaissances de psychologie sur cette bascule vers les automatismes, et dont on pense qu'elle est de nature à réduire notre liberté de choix, d'agir conformément à nos propres buts, l'idée c'est peut-être d'intégrer dans ce droit au paramétrage la possibilité de réfléchir sur nos automatismes et de nous aider à les trier. Et donc au fond, on peut prendre une analogie avec beaucoup de domaines, alors soit professionnels, soit même prenons des exemples dans le domaine professionnel. Vous êtes sportif de haut niveau, mais ça fait partie de votre entraînement de visualiser votre propre comportement pendant le jeu et de réaliser que vous avez telle tendance à bouger de telle façon. Peut-être au tennis, vous avez tendance à aller trop souvent sur le côté, je sais pas, je suis pas expert de tennis. Vous êtes professionnel de la musique, regardez des vidéos de vos propres performances et voir que vous avez tendance à agir de telle façon ou telle autre, c'est une façon d'avoir une réflexivité sur vos automatismes. Et donc de vous dire, bon, ça me convient, celui-là, encore une fois, me va, mais tel autre, il faut que j'y travaille. Et donc, ce que nous proposons, c'est effectivement d'avoir quelque chose qui nous permet, dans l'interface, de voir par nous-mêmes que nous avons tendance à passer beaucoup plus de temps que nous avions prévu, que nous avons tendance à cliquer trop facilement sur tel type de contenu ou à réagir trop facilement à telle incitation à aller cliquer sur une publicité ou autre. Et donc, ainsi, à reprendre un peu plus en main notre propre comportement, notre propre attention. Peut-être c'est utile que tu reviennes sur la nécessité d'avoir des automatismes à partir des sciences cognitives. Finalement, pourquoi
Je dois avoir aussi des automatismes, peut-être là, pour pouvoir échanger avec vous en même temps que de continuer à respirer. Enfin, je pense que c'est important aussi, peut-être que D'accord. l'assistance. Peut-être un exemple sur lequel je travaille moi-même dans mes recherches, donc qui n'a rien à voir avec le monde numérique, mais qui permet de réfléchir sur nos automatismes, c'est la navigation. Quand vous allez dans une ville pour la première fois, généralement, vous regardez une carte sur Internet. Vous dites, ah oui, ça c'est mon hôtel, ça c'est le lieu de la conférence, où il y a peut-être des monuments que je vais aller visiter. Vous mémorisez en partie cette carte, pas parfaitement. Vous la mémorisez de façon incomplète, approximative, mais ensuite vous vous déplacez dans Athènes, peut-être si c'est donc la première fois. Vous marchez, puis à un moment vous dites, ah, cette tour-là que je pensais voir à un moment donné sur ma droite, là je la vois sur la gauche. Ah oui, c'est peut-être parce que j'ai tourné à gauche au mauvais endroit. Et vous pouvez réfléchir, repenser et vous réorienter. Donc là, vous n'êtes pas du tout dans un mode automatique. Mais quand vous faites le même trajet tous les jours, de chez vous à votre lieu de travail, à votre lieu d'études, vous basculez complètement dans une autre stratégie de navigation. Vous n'êtes plus du tout en train de réfléchir à ce que vous faites et votre corps vous porte quasi automatiquement. Des fois, le matin, on est mal réveillé et pourtant on marche dans la rue et notre corps va se tourner aux bons endroits. Ça veut dire que le cerveau a appris à reconnaître des stimuli, des configurations régulières qui sont là de façon répétée et à les utiliser pour enclencher la suite de comportements. Parfois, vous êtes même en train de discuter avec quelqu'un en marchant et pourtant, vous déroulez un automatisme de navigation. Et donc, et dans cet exemple du déplacement au quotidien, c'est utile. Heureusement qu'on n'est pas en permanence en train de réfléchir sur notre propre comportement. Parce qu'à ce moment-là, je peux continuer à résoudre mon problème de maths, ou je peux préparer, répéter mentalement la présentation que je vais donner en conférence ce soir, pendant que je suis en train de me déplacer. Ou alors, on sait même aussi du point de vue de la psychologie, que si on devait être systématiquement dans la réflexion sur nos comportements, il y aurait une fatigue cognitive en fin de journée. Si vous étiez par exemple tous les matins face à votre machine à café en train de vous demander, tiens, aujourd'hui, est-ce que je vais commencer par mettre l'eau dedans ou le café, vous seriez pour chacune de ces décisions en train de faire un effort cognitif. Or ça, d'un point de vue évolutif, on pense qu'il y a un intérêt à justement automatiser ce qu'on peut automatiser. Donc généralement, observez-vous, c'est très intéressant dans vos comportements quotidiens et vous verrez qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on automatise que ce qu'on ne pense. Donc il y a une certaine utilité et encore une fois, l'important pour nous, c'est cette réflexivité, pas toujours sur le moment présent, mais qui est au moins de temps en temps des moments dans la journée ou complètement off où on ait cette réflexivité sur notre propre comportement et nos automatismes. Donc juste peut-être pour finir et puis vous laisser, si vous le souhaitez, un moment pour les questions. Dans l'ouvrage, on a comme ça évoqué la possibilité d'avoir plusieurs moments pour paramétrer nos interactions avec le réseau social et donc les autres utilisateurs, mais aussi demain nos interactions avec la machine dans le cadre, par exemple, d'un agent conversationnel comme ChatGPT. Donc avoir peut-être une réaction immédiate possible en disant par exemple automatiquement ce type de contenu, je ne veux pas le voir apparaître, ce type de conversation, je ne veux pas l'avoir avec une machine. Et puis avoir aussi dans un deuxième temps accès à un tableau de bord où j'aurai le temps de prendre le temps de la réflexion, regarder quels sont mes automatismes, comprendre quels sont mes intérêts et comment parvenir à les conserver dans le cadre de cette interaction avec la machine. Donc voilà, c'est prendre le temps aussi de réfléchir et de comprendre comment finalement, si j'ai envie de continuer à scroller infiniment, je peux le faire, mais comment finalement aussi en m'engageant dans un début de visualisation de contenu, j'ai besoin peut-être de m'arrêter au bout de 10 minutes et il faut que je puisse être en capacité de m'arrêter au bout de 10 minutes. Et je me rends compte qu'il y a deux mots-clés peut-être qu'on a oublié de mentionner, qui nous semblent importants. C'est dans cette remise en pouvoir d'agir, ça tu l'as dit, c'est augmenter notre agentivité. Ne plus être juste passif, recevoir et se faire guider, mais comprendre qu'on est un acteur du système. Quel est l'effet de mes actions ? Avoir un sentiment d'agentivité, c'est avoir un sentiment de contrôle sur mes actions. Je peux produire quelque chose. Et de ce point de vue-là, alors c'est déjà des propositions qui ont été faites avant par la Fondation Internet Nouvelle Génération et d'autres, mais qu'on reprend et qu'on étoffe, permettre dans ce paramétrage une certaine jouabilité peut être intéressant. Et la rendre agréable. C'est-à-dire je vois que quand je paramètre de telle façon, il se produit tel effet.
et j'ai tel type de recommandation. Et donc, quelque part, je comprends mieux l'interface avec laquelle j'agis et j'augmente mon agentivité. Voilà, il y a pas mal d'autres choses dans l'ouvrage et on pourra simplement répondre à vos questions, mais en tout cas, je pense qu'on a dit l'essentiel. Donc, merci beaucoup à vous et au plaisir de répondre à vos questions. Θα περάσουμε στις ερωτήσεις, οπότε αν υπάρχουν ερωτήσεις... Nous allons passer aux questions. Si vous avez donc des questions, s'il vous plaît. Intervention, 2 questions, s'il vous plaît. Donc la première, c'est j'aurais souhaité que vous développiez plus les rapports avec l'intelligence artificielle de vos thèmes, parce que dire que justement ça se ramène à des algorithmes, c'est peut-être pas suffisant. Donc les algorithmes existaient bien avant l'idée de l'intelligence artificielle, et puis cette économie de l'intention existait également lorsqu'on mettait en place effectivement ces algorithmes. Mais la deuxième chose, c'est que vous venez de le faire magistralement, Monsieur Kamassi. Donc, vous parlez d'agensivité, vous parlez de propositions. Ce sont des propositions à qui? À nous? À des institutions? À des créateurs de plateformes? Au monde économique qui régit tout cela? Ou éventuellement, est-ce que votre propos n'est pas une sorte d'appel à une pensée critique qu'on ne pourrait pas peut-être décorréler de l'éducation peut-être, ou à des projets à long terme? Voilà, merci. Je vais peut-être répondre à la première partie, toi à la deuxième. Oui, sur la partie intelligence artificielle, pour nous, elle est de nature à exacerber des mécanismes de captation de l'attention et d'enfermement qui, effectivement, existaient déjà avant. Et pour faire un lien avec, d'ailleurs, votre question aussi d'hier, ça veut dire c'est un certain type d'algorithme et les progrès qu'on a fait récemment en intelligence artificielle consistent à plus facilement détecter des régularités statistiques sur les utilisateurs, c'est peut-être un mot un peu ou du jargon, mais en tout cas à établir notre profil. C'est des choses qui existent depuis très longtemps dans le domaine publicitaire et marketing, de ne pas seulement faire de la publicité générale, la même pour tout le monde, mais d'essayer d'établir des profils pour mieux nous influencer. Mais avec le numérique, on peut collecter beaucoup plus de données sur chaque utilisateur et entraîner des algorithmes qui vont encore plus finement établir notre profil, voire même d'une façon un peu boîte noire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin que ça soit intelligible quel est ce profil, l'algorithme implicitement détecte que tel type de suggestion nous influence davantage. Et juste pour préciser, ce qui va être potentiellement très puissant également, c'est que en temps réel, l'interface va s'adapter. Aujourd'hui, l'interface, elle s'adapte à des panels d'utilisateurs. Donc, on va faire ce qu'on appelle de l'A/B testing. On va voir, tiens, si on met le bouton en haut à gauche, est-ce qu'un groupe d'utilisateurs, généralement, va cliquer, s'il est en haut à gauche, plus facilement accepter les cookies ou refuser les cookies. Là, avec la puissance des systèmes actuellement utilisés, on pourra personnaliser l'interface. Et là, ça va être encore plus important quand on va développer toutes les mécaniques de réalité virtuelle et possiblement demain les environnements immersifs. Donc, on peut se dire que les métaverses vont pas se déployer. Je ne sais pas si vous avez suivi toute la discussion sur les métaverses, mais possiblement. En tout cas, on va au moins avoir ces mécaniques parce que on voit de plus en plus de casques de réalité virtuelle et augmentée arriver sur le marché. Et demain, vous allez avoir le casque Vision Pro d'Apple qui va arriver en Europe, qui est déjà accessible aux États-Unis. Et là, l'environnement, il peut être adapté grâce à ces collectes de grandes masses de données et aux traitements algorithmiques tels que Mehdi les a décrits. Et essayer une expérience de réalité virtuelle. L'expérience à la première personne, l'évolution dans un environnement immersif, si vous adaptez l'environnement en fonction de l'identification de votre profilage, voire de vos vulnérabilités, ça peut poser un certain nombre de difficultés. Donc ces réflexions, elles sont amplifiées dans ce contexte. Si ça vous intéresse, je vous invite à lire le dernier avis qu'a publié le Comité national pilote d'éthique du numérique en France. Donc on l'a publié en avril, qui vous explique justement le fonctionnement de ces mécaniques immersives dans ce nouveau type d'interface en utilisant l'intelligence artificielle.
Par rapport à la deuxième question, j'allais dire, évidemment, c'est un appel à la pensée critique. Il y a aussi des préconisations fortes à l'égard du législateur, donc par exemple de consacrer un droit au paramétrage. C'est un point que l'on recommande de longue date. Alors l'ouvrage a mis du temps à paraître, mais ce sont des propositions qu'on portait depuis un certain nombre d'années. Aujourd'hui, maintenant, le droit au paramétrage vient d'être consacré dans le règlement sur les médias et la liberté, donc le Media and Freedom Act de début mai, qui est venu reconnaître l'importance de paramétrer une interface qui vous donne accès aux médias. Donc, il reconnaît le droit au paramétrage qu'on porte aussi en off auprès du législateur, des plateformes et surtout des utilisateurs. Donc, c'est un appel aussi aux utilisateurs à se saisir de ce droit qui lui est aujourd'hui conféré. Et pour qu'ils s'en saisissent, évidemment, il faudra que le design soit attractif. Il faudra que l'on puisse faire des choix utilement et pas juste qu'on se retrouve à cocher des cases un peu automatiquement ou par flemme, comme on le fait aujourd'hui avec les cookies. Donc là, c'est aussi un travail collectif qu'il faut mener ensemble pour que cette mise en pouvoir d'agir de l'utilisateur, elle soit réelle. Et ça me donne aussi envie de compléter. Dans beaucoup de choses qui sont pensées aujourd'hui, il nous semble qu'il y a beaucoup de choses qui sont de nature individuelle, à dire la responsabilité est sur l'individu. Or, cette réflexivité et ce gain en liberté, donc pareil avec Florian Forestier, on creuse vraiment cette question, elle passe aussi par le côté collectif. La réflexivité collective. Il y a beaucoup de choses qu'on sait qui viennent de l'anthropologie, de la sociologie notamment. Et donc, avec une incitation qui pourrait se faire sur du design collaboratif, des interfaces qui nous permettent de nous mettre en relation, de dire « Ah, toi aussi, tu as vécu tel sentiment de frustration, tu as été orienté par tel dark pattern ou telle autre chose. Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Eh ben, en fait, on sort de l'individu tout seul qui se sent impuissant face à cette accélération technologique et ce développement d'interfaces où on a l'impression de perdre en agentivité. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ça, c'est la dernière partie des propositions de l'ouvrage. Je ne sais pas si on a encore le temps pour une question. Oui. Je sais pas si... Oui, on a encore un peu de temps pour une dernière question. Oui. Merci pour votre intervention. J'avais juste une question. Est-ce que l'Union européenne pense-t-elle à mettre en place sa propre IA ou son propre réseau social actuellement? C'est une question très compliquée. Effectivement, alors il y a des choses qui sont faites en Europe, il y a des incitations économiques pour des projets de recherche qui incluent des partenaires académiques et industriels pour développer la recherche en IA et des fois des solutions qui peuvent être implémentées. Il y a des entreprises qui proposent de l'IA. En France, il y a Mistral dont on parle pas mal, et il y en a d'autres dans d'autres pays. Il y en a d'autres en France. Hein. Moi, je signale, on vient d'obtenir un financement avec l'Inagora pour bâtir un Open LLM France, donc un large modèle de langage en open source pour alimenter aussi le marché et pas avoir que des solutions, et notamment celle de Mistral, mais bien d'autres encore. Mais c'est une question très compliquée et quand on interroge, et on l'a fait dans le cadre de projets qui ont d'ailleurs permis des travaux préparatoires, quand on interroge certains autres experts d'intelligence artificielle, un certain nombre répondent qu'en fait, on fait partie du marché commun, enfin du marché nord-américain. Et qu'au fond, il y a des gens qui ont une vision des choses comme quoi ça va être difficile que l'Europe développe quelque chose d'indépendant là-dessus. Voilà, après il y a une question d'opinion, de position, et c'est la même question qui peut se poser d'ailleurs pour l'informatique en général, et l'indépendance européenne sur les outils informatiques. Voilà. C'est pour ça qu'il faut en appeler au financement de projets européens et puis également à promouvoir le respect des valeurs qu'on estime être importantes. Donc je renvoie à la discussion qu'on avait hier, et notamment l'autonomie, la liberté, mais aussi la protection du bien-être, de la santé, de la liberté d'expression. Et c'est aussi pour cela qu'on avait, dans le cadre de la mission enfant-écran, invité à une évolution vers des réseaux sociaux qu'on appelle plus éthiques, c'est-à-dire qui ne reposent pas sur le fait que nos enfants, en l'occurrence, soient à vendre. On a affirmé haut et clair que nos enfants ne sont pas à vendre. Et j'allais dire que nous non plus,
nous ne sommes pas à vendre. Donc il faut faire évoluer les modèles existants et en prôner d'autres. Et c'est pour ça aussi qu'on en a appelé à cette nouvelle culture de l'attention.